lors de vos voyages n'importe où dans le monde. Oubliez l'achat de devises. Le montant rechargé sur votre carte est automatiquement converti en devises locales. Vous pouvez faire des retraits en espèces, payer chez tous les commerçants ou par Internet tous vos achats. Alors, dites oui à la sécurité. Union togolaise de banque, votre satisfaction fait notre réputation. J'ai rêvé d'aventures hautes en couleurs. Éclosant pour révéler celle que je suis vraiment. Flisco, le vrai, original, depuis 1846. La nouvelle collection est dès maintenant disponible dans le point de vente le plus proche de chez vous. Bonjour, je voudrais... Oh, God! Yeah. Tu fais quoi ici? Mais dis-moi, comment tu as fait? C'est la chose qui m'a souri. Il suffit d'acheter les titres de grattage de la commune en temps 2014 de la série P ou D. Au prix de 2 fois seulement. Grave! Et si tu découvres 3 fois mon temps, tu gagnes une fois ce montant. Tu peux gagner jusqu'à 500 000 francs CFA au grattage. C'est pas fini. Si tu découvres 3 fois une chance finie par demain, tu gagnes 500 000 francs CFA. Et ce jour-là, tu as levé une prix de voyage de 200 000 francs CFA. Et tu participes au grand tirage. Et tu peux gagner un grand lot, y compris entre 1 million et 8 millions de francs CFA. Mais dis-moi, où... Depuis le 27 avril dernier, les bienheureux papes Jean-Paul II et Jean XXIII sont entrés dans la grande famille des saints. Après cette double canonisation à Rome, les fidèles catholiques de la Cara rendent grâce à Dieu pour cet événement exceptionnel. Une messe à laquelle a pris part le chef d'État fort et soit Nyazingbe ce matin au palais des congrès de la Villa. La liberté de la presse, un des principes fondamentaux du système démocratique de tout pays, est célébré ce 3 mai. Occasion pour nous de faire le point de l'actualité journalistique dans notre pays. Et puis l'élevage, les difficultés liées à la transhumance étaient au cœur de la foire des éleveurs de la région centrale la semaine dernière. Pour cette première édition, les éleveurs de la centrale se sont donné rendez-vous à Tchamba pour échanger leurs différentes expériences. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II, c'est ainsi qu'on nomme depuis le 27 avril dernier les deux bienheureux papes. Ils ont été canonisés par l'un de leurs successeurs, le pape François, à Rome. Au Togo, l'Église catholique a rendu grâce à Dieu ce matin au palais des congrès de Cara. Une eucharistie à laquelle a pris part le chef de l'État fort et Nyazingbe. Et nous vous proposons l'arrivée du président de la République ce matin avant les débuts de la messe. C'est donc l'arrivée du président de la République ce matin au palais des congrès de Cara pour la messe d'action de grâce. La messe a donc été célébrée par les évêques du Togo, le nonce apostolique dans notre pays et de nombreux prêtres. Le compte rendu de cette célébration avec Nestor Mozo. Dans l'histoire de l'Église catholique, la date du 27 avril 2014 a été marquée d'un sceau particulier.
C'est justement à cette date que les papes Jean-Paul II et Jean XXIII ont été canonisés. Ces deux souverains pontifes sont devenus désormais des saints de l'Église. Un événement que le Togo a célébré aujourd'hui au Palais des Congrès de Kara, lieu où le pape Jean-Paul II avait célébré la messe lors d'un passage dans la région de la Kara en août 1985. Le président de la République, Faure Sossemna Gnazingbe, a assisté à cette Eucharistie, une messe d'action de grâce célébrée par le nonce apostolique au Togo, les évêques du Togo et de nombreux prêtres. Les nouveaux saints, Jean-Paul II et Jean XXIII, dans leur parcours pontifical, ont laissé des souvenirs inoubliables pour le peuple togolais. Le premier a effectué un voyage dans le pays, le second a envoyé un message au peuple togolais à la veille de son indépendance, en guise de soutien à sa quête de liberté. Concernant le Saint-Pape Jean XXIII, on pourrait dire qu'il a accompagné spirituellement la naissance de la République togolaise. À la veille de l'indépendance du Togo, le vénéré pontife Jean XXIII avait adressé un message au peuple togolais à travers lequel il exprimait toute son affection pour la nation togolaise et pour son part important dans l'indépendance. Comme un père qui encourage son enfant, il a dit que votre belle communauté soit fière de ses qualités et de sa vitalité. Quelle que soit votre religion, votre appartenance ethnique, il vous faut vivre en bon citoyen plus que jamais. Prendre conscience de vos responsabilités politiques et sociales, fonder solidement votre communauté nationale. Il a aussi souhaité que les chrétiens soient pour leurs compatriotes des exemples attirants de fidélité au devoir de la vie familiale, professionnelle et civique. Que chacun ait le souci de collaborer de toutes ses forces à la prospérité de sa patrie. Pour ce qui concerne le pontife Jean-Paul II, les souvenirs précieux de sa personne et les traces visibles de sa présence physique au Togo du 8 au 10 août 1985, pendant sa visite apostolique à votre cher pays, sont encore très vivants. Il y a sûrement des témoins oculaires de sa visite dans ce pays qui pourraient témoigner de la grâce de ce voyage pour le peuple togolais. Gloire est rendue à Dieu pour ce don fait aux chrétiens avec cette canonisation, une sanctification qui est intervenue le jour de la célébration du 54e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale. À cette messe d'action de grâce, un décret de Rome de la congrégation pour le culte divin et la discipline du sacrement a été porté à la connaissance de l'assistance. Au nom du Saint-Père, la congrégation confirme le Saint Jean-Paul II, pape, comme patron auprès de Dieu pour toute la nation togolaise. Et le Saint Jean XXIII, pape, comme patron secondaire auprès de Dieu pour toute la nation togolaise.
du siège de la congrégation pour le culte de vin et la discipline des sacrements, le 8 du mois d'avril de l'année 2014. Après avoir situé l'événement dans son contexte historique et religieux, le président de la conférence épiscopale du Togo a remercié tous ceux qui ont fait le déplacement du palais des congrès de Kara pour cette célébration. Vous, avec nous avec vous, avons reçu ensemble dans la joie et l'action de grâce le don de Dieu à notre pays à travers ses 5 patrons. Oui, les saints du 27 avril. Dieu aime ce pays. Dieu aime le 27 avril, si bien que son amour a voulu que le nom qui a célébré ce jour, soit ordonné avec un 27 avril. Oui, 27 avril des Togolais, 27 avril de l'Église, notre 27 avril. Que Saint Jean-Paul II et Saint Jean 23 portent les intentions de notre pays auprès du trône de l'agneau immolé, le Christ ressuscité. Une communauté de destin spirituel doublée de mystère lie donc les saints papes Jean-Paul II et Jean 23 et la nation togolaise. Le peuple togolais a les yeux tournés vers ces saints qu'il intercède en sa faveur auprès de l'Éternel. La bénédiction épiscopale a été donnée par le nonce apostolique Brian Oudaïgoué pour clôturer cette grande messe. Le chef de l'État a quitté le palais des congrès de Kara après cette action de grâce en hommage aux 2 papes devenus saints. Autre actualité, la toute première fois des éleveurs de la région centrale s'est tenue à Tchamba. Cette édition a permis aux acteurs du secteur de l'élevage de partager leurs différentes expériences pour relever le défi de la transhumance dans notre pays. La marque Pojona. Cette première foire des éleveurs de la région centrale qui se tient à Tchamba avec la présence des différentes catégories d'animaux est placée sous le parrainage du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Son objectif est d'encourager les éleveurs nationaux à produire plus pour la consommation nationale. Nous savons que le chef de l'État lui-même accorde une importance à l'agriculture. Nous ne pouvons pas être du reste. Et cette fois va permettre aux éleveurs d'exposer, de vendre, mais de suivre les conférences. Et ces conférences sont des sensibilisations pour que, à l'avenir, leur élevage soit meilleur que ce qui se passait. La production annuelle en produits carnés est estimée à près de 49 000 tonnes pour un besoin de 70 000 tonnes, soit un déficit de 21 000 tonnes représentant 30%. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche précise le bien fondé de cette première édition. C'est vraiment une initiative louable en ce sens qu'elle va, je dirais, même redéfinir les actions à mener aussi bien au niveau de notre département qu'au niveau des zones rurales. Vous savez que le Togo accuse un déficit de l'ordre de
30% en matière de couverture produits carnés. Donc une telle initiative ne peut que d'abord mobiliser les acteurs, les remobiliser de manière à accroître la production et la productivité. La cérémonie d'ouverture marquée par la coupure du ruban et la visite des stands d'exposition a été présidée par le ministre Agadazi. Le cortège officiel a visité les stands, à savoir les bovins, les ovins, les volailles, les caprins et autres. Le modèle mathématique du système lagunaire de Lomé est fin prêt. C'est la phase 2 du projet d'aménagement du Togo qui a pour objectif de réduire les risques d'inondation de certains quartiers périphériques de Lomé. Et les travaux de drainage de ces quartiers sont prévus pour 2015. Solange Koulou, Gérard Lagoudou et Nathalie Panegui pour le contenu. Le plan directeur d'assainissement du Togo prend en compte des quartiers de Lomé, notamment à Koresewa, Enfamé, Adamavu, Adakpame, Kanyikope et Bagida, des quartiers déclarés zones vulnérables. Et pour mettre les populations résidentes à l'abri des récurrentes inondations, le gouvernement a commandité une mission d'étude chargée d'élaborer le schéma de construction d'une infrastructure d'assainissement dans ces quartiers. La consistance des travaux concerne essentiellement le creusement d'un quatrième lac, la construction d'un drain de décharge qui part du lac à l'est du port de Lomé, la construction du drain de décharge à Kodesewa et enfin l'assainissement des quartiers périphériques. Espérons qu'au cours de cet atelier, toute la population de Lomé et du pays sera, disons, informée. Le travail qui est en train d'être fait pour éviter en fait les inondations qu'on a connues par le passé et permettre aux populations de vivre dans un environnement agréable. L'atelier que nous venons d'organiser aujourd'hui, c'est une étude où on l'appelle la modélisation mathématique qui permet, ça peut être une modélisation hydrologique et une modélisation hydraulique qui permettent de voir ou de retenir la solution la plus plausible pour pouvoir gérer et maîtriser l'écoulement des eaux de lagune. Dans cette seconde phase du projet d'aménagement urbain, les acteurs impliqués vont présenter le contexte général, les objectifs des modélisations simplifiées, des modèles numériques, ainsi que l'analyse des solutions proposées pour enrayer le phénomène. Financés à hauteur de 28 milliards de francs CFA par l'Union européenne, les travaux de ce projet démarrent en 2015. Et l'adaptation au changement climatique est l'autre grand chantier ouvert au Togo, une initiative déjà avancée au Sénégal qui partage son expérience avec d'autres pays réunis ce samedi à Lomé. Solem Daoui, Albertine Yakin pour des précisions. Des points focaux sur les questions liées aux problèmes climatiques constitue un atout pour les pays en développement. Ce processus entamé depuis 2012, selon les acteurs, vise un partage de connaissances sur les systèmes de financement et de protection de l'environnement. À l'agenda de l'atelier, il est question de savoir quel type de projet financer. Le pays, à travers son institution nationale, peut aller directement, accéder directement au fonds, au lieu de passer par des entités multilatérales de mise en œuvre. Et cela contribue aussi à une meilleure gestion donc des ressources qui devraient directement profiter au pays. Donc si on a une entité nationale, cela nous permet d'améliorer la gouvernance donc des financements climatiques. Et disons des institutions que nous avons, d'autant plus que dans le cadre de la Convention climat, les pays demandent toujours à ce qu'on renforce les capacités. Et parmi l'une des capacités, il y a la capacité institutionnelle et nous pensons que l'institution nationale de mise en œuvre donc contribue à ce renforcement de capacités-là. La prise en compte de tous les pays facilite l'amélioration des actions concrètes de lutte contre les changements climatiques. Nous pensons qu'une fois que ces entités auront une certaine crédibilité et une certaine maturité, ils pourront pouvoir aussi analyser les fonds climat qui bénéficient au pays. L'accès direct au fonds permet la mise en place des programmes qui correspondent aux besoins des populations.
Le 3 mai de chaque année, la communauté internationale célèbre les principes fondamentaux de la liberté de la presse, basés sur la liberté d'opinion, mentale et d'expression. Selon la classification annuelle de Reporters sans frontières, notre pays, le Togo, gagne 7 points et se classe 76e, juste derrière le Bénin. C'est dire que le paysage médiatique togolais a connu les avancées. Quelles sont-elles et quels sont les prochains défis à relever face au thème de l'année de contribution des journalistes au développement post-2015? Vous aurez les réponses tout de suite dans le dossier que nous vous proposerons dans le courant de cette édition. Et si le Togo a progressé, la Côte d'Ivoire a régressé en matière de liberté de la presse. En un an, elle quitte la 96e place pour se placer à la 101e. Une situation qui a poussé les journalistes ivoiriens à réclamer plus de liberté qui ne sera acquise que grâce à la prise en compte de l'élément professionnalisme et respect de la déontologie du métier. Regardez. Dans une ambiance festive, les journalistes ivoiriens arpentent le bitume. Ils exigent du gouvernement de mettre fin aux entraves à la liberté de la presse. Parmi la centaine de manifestants victimes de la répression policière, les journalistes de Côte d'Ivoire célèbrent cette année la Journée internationale de la liberté de presse dans un contexte particulier. Leur pays passe de la 96e à la 101e place au classement mondial de la liberté de la presse, établi par Reporters sans frontières. L'association dénonce ainsi la multiplication de sanctions prises par les autorités à l'encontre des médias privés. Le gouvernement ivoirien s'en défend. On ne peut pas exercer sa liberté pour un journaliste en toute impunité. On ne peut pas exercer sa liberté en toute irresponsabilité. On ne peut pas exercer sa liberté sans tenir du professionnalisme, sans respect de l'éthique et de la déontologie. L'année dernière, plusieurs journaux ivoiriens proches de l'opposition ont été suspendus par le Conseil national de la presse. Les associations ivoiriennes de défense de la liberté des journalistes suggèrent au gouvernement d'abandonner la répression et de privilégier la formation des hommes médias. On va multiplier la sensibilisation des journalistes. Les journalistes sont des gens suffisamment intelligents, suffisamment matures, ils savent quel est l'intérêt de leur pays. Ils savent jusqu'où doit s'arrêter leur liberté en ce qui concerne la défense des intérêts majeurs de leur pays. L'année dernière, 2 journalistes ivoiriens ont trouvé la mort dans des conditions non encore édifiées. La presse locale redoute l'année 2015, l'année de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Autre actualité en page nationale, la conférence des inspecteurs du Togo s'est tenue ce matin à Noche. Ils ont échangé sur l'organisation des examens de fin d'année, fait le bilan de l'année écoulée et partagé les bonnes pratiques pour un enseignement de qualité dans le pays, l'inspecteur étant un acteur clé dans le système éducatif. Et c'est le ministre des enseignements primaires et secondaires qui a présidé ces assises ce matin. Christine Jekelou. La conférence a regroupé autour de table les inspecteurs du préscolaire, du primaire et de l'enseignement secondaire général. Avec leur ministre de tutelle, ils ont partagé les préoccupations du département. Il s'agit entre autres de l'organisation des examens de fin d'année, de la gestion des ressources, puis relever les différents problèmes minent le secteur et les approches de solutions. On nous fait un rappel sur les tâches qui sont les nôtres en tant qu'inspecteurs sur le terrain, et ça fait en même temps un rappel à l'ordre pour nous tous. S'agissant maintenant des autres communications qui concernent notamment l'organisation des examens, nous pensons que cela aussi s'impose. Il fallait en parler. Nous considérons que la conférence des inspecteurs est un cadre. C'est en même temps une activité de micro-planification pour l'année scolaire qui va suivre. Dans le secteur de l'éducation, des efforts sont faits, mais d'énormes défis restent encore à relever. La proportion de doublement au primaire, par exemple, reste encore élevée, 22,5%, et le taux d'admission des filles est faible. Autre préoccupation, le contrôle pédagogique est de plus en plus rare sur le terrain. Les manuels pédagogiques sont aussi mal gérés dans certains établissements. Il s'agit pour nous de mutualiser nos expériences, de manière à ce que la manière de gérer les problèmes au niveau du système, on puisse les faire ensemble.
Alors, nous avons exposé pour permettre aux inspecteurs de pouvoir avoir au moins la même vision. Nous avons fait des exposés sur leur métier d'enseignant, sur la gestion des ressources humaines, sur la gestion des examens, sur la gestion des différents projets qui sont en cours dans notre département et sur les perspectives d'avenir, que ce soit sur le statut particulier, que ce soit sur la coopérative d'épargne de crédit, leur donner des informations utiles. Les réflexions sur les moyens à mettre en place pour le bon déroulement des examens sont donc avancées. Le nombre de candidats à tous les niveaux a augmenté sauf au bac 1, ce qui nécessite environ 94 nouveaux centres d'écrit. Le ministre a invité tous les inspecteurs à canaliser leur énergie heureux de l'année scolaire 2013-2014. Et face aux multiples mutations dans l'enseignement supérieur au Togo, les membres du syndicat national des enseignants du supérieur étaient, eux, en assemblée générale ce matin à l'auditorium de l'université de Lomé. Occasion pour le bureau sortant de présenter son bilan et pour le nouveau de prendre fonction. Eric Dianipo et Dem Soussou. Mobilisés dans une lutte syndicale pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, les enseignants-chercheurs membres du syndicat national des enseignants du supérieur SINES tiennent Lomé leur deuxième congrès ordinaire. Pour être en phase avec les différentes réformes qui s'opèrent au sein du système d'enseignement supérieur au Togo, ces enseignants-chercheurs ont décidé de conduire leurs travaux sous le thème SINES face aux mutations dans l'enseignement supérieur au Togo. Gado Tchadedi a été réélu à la tête du SINES pour un second et dernier mandat de 3 ans. Pour nous, il faut œuvrer la cohésion et ça bien pour la paix et la stabilité de nos universités. Au-delà des droits que nous continuons par réclamer, il est nécessaire que nous prenions notre part de responsabilité dans ces mutations qui vont dans la modernisation à l'adaptation de l'enseignement supérieur aux besoins de développement de notre pays. Et donc nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, nous devons prendre une part active dans ces mutations. L'autorité a déjà fait sa part de responsabilité en indiquant la voie à suivre, notamment à tenue du Grand Conseil d'enseignement supérieur présidé par le chef de l'État lui-même, notamment l'adoption récemment d'une nouvelle loi sur les universités. Toutes ces mutations, tous ces événements montrent la volonté politique des plus hautes autorités du pays. Donc à nous, acteurs, d'apporter notre contribution pour que les jeunes dont nous avons la charge répondent aux qualificatifs actuels sur le monde du travail. En collaboration avec le syndicat de l'enseignement supérieur du Togo, SINES est en pleine discussion avec le gouvernement pour la poursuite des efforts déjà entrepris. Le but est d'améliorer de façon participative la qualité de l'enseignement supérieur au Togo. On en vient à l'autre actualité de ce samedi, la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. Selon la classification annuelle de Reporters sans frontières, je vous le disais, notre pays, le Togo, gagne 7 points et se classe 76e juste après le Bénin. Et c'est dire que le paysage médiatique togolais a connu des avancées. Quelles sont-elles et quels sont les prochains défis à relever face au thème de cette année, de la contribution des journalistes au développement post-2015? Les réponses dans ce dossier réalisé par Maoussé Mawena et Carmen Madji à Kakpo. La liberté de la presse, un pari que les professionnels des médias et le gouvernement veulent à tout prix gagner. On assiste à une floraison de médias au Togo. Plus de 400 titres de journaux, plus de 80 radiodiffusions, une dizaine de chaînes de télévision et des journaux en ligne sont enregistrés ce jour selon la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Dans un rapport publié par l'ONG Reporters sans frontières, pour cette année 2014, le Togo gagne 7 points dans le classement mondial de la liberté de la presse. Il occupe donc la 76e place au lieu de la 83e en 2013. Des avancées notables approuvées par les organisations de presse. Nous avons au Togo tous les types de médias. Nous avons également les contenus qui sont pluriels et reflètent les différences d'opinion qui existent. Nous avons le secteur privé, le secteur public. Au vu du panorama,
on peut dire que il y a la liberté de presse au Togo. Nous avons dans notre pays une pluralité de presse qui existe. Nous avons une liberté dans nos écrits, dans nos critiques vis-à-vis du pouvoir. Depuis quelques années, le gouvernement togolais fait sien les problèmes de la presse. Au niveau des organes privés, une aide est allouée annuellement par l'État. Elle prend en compte un volet important consacré à la